Le guide ultime pour devenir freelance de A à Z. Tu vas pouvoir commencer dès aujourd'hui avec cette vidéo, trouver tes clients, ouvrir ta structure. Je vais te lister tout de A à Z. Bonjour, moi c'est Johan, ça va faire 10 ans que je suis développeur freelance et je vais donc tout expliquer dans cette vidéo. Alors déjà, avant de commencer cette vidéo, on va expliquer un peu qu'est-ce que c'est qu'être freelance pour ceux qui ne savent pas. Être freelance, ça signifie être à son compte et facturer ses clients. A contrario d'un CDI ou d'un CDD, vous recevez un bulletin de paie tous les mois payé par votre employeur. Là, vous allez directement avoir vos propres clients et les facturer. Donc par exemple, si je prends un exemple concret, si vous faites des logos, vous allez pouvoir directement dire, bon bah tiens, un logo coûte 1000 euros, facturer ça à un client et toucher la somme d'argent et après déduit des taxes, vous aurez vos revenus. Vous allez pouvoir donc avoir plusieurs clients, plusieurs prestations. Vous allez donc pouvoir travailler de chez vous, être assez libre sur vos horaires dans le cas des métiers digitaux. Et vous allez pouvoir donc fabriquer vos journées et vos temps de travail comme vous le souhaitez. Généralement, il y a deux modes de freelancing. Il y a ce qu'on appelle le forfait, où on travaille directement, par exemple un logo, ce que j'expliquais, on le facture 1000 euros, mais il y a également la régie, où vous allez travailler directement dans une entreprise, payé à la journée, que ce soit en télétravail ou en physique, et donc c'est ce qu'on appelle être freelance en régie. Dans tous les cas, être freelance, ça regroupe trois métiers. Ça regroupe le premier, faire l'administratif pour tout ce qui est déclaration d'impôts, etc. Ça regroupe aussi le fait de faire de la prospection pour trouver ses clients, mais également de faire le métier que l'on fait habituellement, par exemple développeur si on est développeur, ou graphiste si on fait des logos. Être freelance, ça a plein d'avantages, comme la liberté qui n'a pas de prix, on est plus libre que dans un CDI selon moi. On gagne également plus de revenus, par contre il y a également des inconvénients. Le premier, c'est qu'on a moins de protection sociale, on compte un peu moins ses heures, et parfois c'est peut-être un peu plus stressant. Bref, de toute façon, si vous avez décidé de cliquer sur cette vidéo, c'est que vous êtes déjà assez bien renseigné pour devenir freelance, et du coup je vais vous expliquer les étapes une par une pour devenir freelance, avoir vos premiers clients. Évidemment, je ne garantis rien, mais il y a de fortes chances que cette vidéo vous aide beaucoup. Et la première étape, c'est de comprendre les structures juridiques et de créer sa structure juridique. Une société, une auto-entreprise, qu'est-ce qu'on fait pour devenir freelance? On passe à cette étape. Nous voilà maintenant du coup sur un partage d'écran, et quand vous allez vouloir créer votre structure juridique, vous pouvez le faire directement en parallèle de cette vidéo. Si vous voulez vraiment devenir freelance, ça permet de gagner du temps. Vous allez directement dans ma vidéo et vous allez retrouver ici des liens où vous allez obtenir création de micro-entreprise, création d'entreprise, domiciliation et même portage salarial. Je vais vous expliquer un peu tous ces modes-là. En tout cas, vous allez pouvoir directement avoir des codes promo avec ces liens-là et je vous conseille vivement parce que ça fait gagner un temps monstrueux dans l'ouverture des sociétés ou du portage salarial de passer par ça. Donc je vais vous expliquer déjà pour commencer la micro-entreprise et quand on clique directement sur le lien, on arrive sur Legal Place qui est un site web qui va permettre de gagner vachement de temps pour créer sa micro-entreprise. Moi-même, je l'ai créé par Legal Place, ou quand je crée une société ou mon auto-entreprise, je suis passé par là, et c'est vraiment beaucoup plus simple que de passer par le site de l'État où vous allez passer des heures et parfois vous tromper. Alors déjà, commençons par expliquer qu'est-ce que c'est qu'une micro-entreprise. Et pour comprendre ce que c'est qu'une micro-entreprise, il va falloir comparer une entreprise classique d'une micro-entreprise. Prenons le boulanger du coin. Il ne possède pas une micro-entreprise, il possède une société. Alors que les freelances sont souvent en micro-entreprise. Quelle est la différence entre les deux? Une micro-entreprise, c'est vous, en fait. C'est ça la différence. C'est-à-dire que elle appartient à une personne physique. Vous, monsieur machin, vous êtes une personne physique, monsieur ou madame, alors qu'une société, c'est une personne morale. Et la différence réside vraiment dans tout ça. La micro-entreprise est beaucoup plus simple à gérer qu'une société, mais beaucoup moins permissive. Donc une micro-entreprise, c'est adapté comme son nom l'indique pour faire de la micro-activité. Une boulangerie qui a des salariés, qui a un chiffre d'affaires, qui doit décompter ses dépenses, qui vend des produits, etc. Il a tout intérêt à être en société. Alors qu'un freelance, au début, il a tout intérêt à être en micro-entreprise. En micro-entreprise, c'est assez simple. On va reprendre l'exemple du logo. Vous facturez un logo 1000 euros. Eh bien, vous avez juste à déclarer ces 1000 euros. Ça va directement vous déduire des charges sociales. On va y venir après sur les montants. Et le reste sera dans votre poche. En suivant ces revenus-là, vous allez déclarer sur l'impôt sur le revenu, comme tout le monde, et vous allez payer des impôts sur le revenu dessus, et c'est absolument tout ce qu'il y a à faire en auto-entreprise. Donc c'est ultra simple à gérer, ça prend à peine 10 minutes à créer sur Legal Place, et vous avez vos structures, et en plus de ça, il y a très peu d'administratifs à faire. Alors concrètement, une fois que vous avez votre auto-entreprise, vous accédez à un espace comme ceci, donc d'auto-entrepreneur.ursa.fr, où tous les mois ou tous les trimestres, en fonction du choix que vous avez fait, vous allez pouvoir payer vos cotisations sociales. Ces cotisations sociales en prestation de service, elles sont de l'ordre de 25%, c'est-à-dire que pour 1000 euros facturés, vous allez payer à peu près 250 euros. Alors à l'heure où je tourne la vidéo, c'est plutôt 21%, mais l'État va les monter, c'est pour ça que je mets directement 25%, comme ça cette vidéo sera à jour même dans quelques mois. Donc ils vont vous demander votre chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel, et vous allez pouvoir directement mettre calculer l'ensemble de vos factures, par exemple 500 plus 500 plus 500, 1500, et vous allez payer 25% sur ça. Le reste, vous le recevez sur un compte pro, et vous versez ça sur votre compte perso, et hop, c'est terminé, vous n'avez rien d'autre à faire.
Donc avouez que c'est quand même assez pratique comme mode de société, mais évidemment il y a des petits inconvénients. Le premier, c'est au niveau du plafond. On peut facturer uniquement que 77 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires par an, auquel cas, si vous dépassez 2 années de suite, vous allez devoir passer en société, que je vais expliquer en suivant. Donc il y a un plafond. Vous avez bien entendu aussi que j'ai parlé de hors taxe à un moment, parce que effectivement, jusqu'à 36 000 euros de chiffre d'affaires, vous êtes hors taxe, c'est-à-dire que pour 1 000 euros facturés, c'est 1 000 euros payés par le client, alors qu'à partir de 36 000 euros de chiffre d'affaires, vous allez mettre 1 000 euros hors taxe et il y aura la TVA de 20% en prestation de service dessus. Bon, ça change pas grand-chose, mais c'est bon à savoir. Et enfin, au niveau des inconvénients, pour terminer, c'est que en auto-entreprise, vous pouvez très peu déduire de frais, à part si vous passez au régime réel, mais on va pas rentrer dans une explication bien complexe. Et donc, du coup, vous avez directement à la fin, sur vos impôts sur le revenu, eh bien, ce chiffre d'affaires qui est abattu de 34%. Donc, si vous avez par exemple 100 000 euros de chiffre d'affaires, on va faire simple, il est abattu à peu près de 34%. Ils vont donc compter que vous avez 66 000 euros de revenus et vous allez payer des impôts sur le revenu sur ça. Donc, évidemment, en impôts sur le revenu, vous allez payer plein pot si vous avez des gros chiffres d'affaires. En tout cas, pour démarrer, il n'y a rien de mieux que l'auto-entreprise, et c'est une question qu'on se pose après si c'est plus rentable de passer en société généralement. Donc maintenant, si vous voulez créer votre micro-entreprise, eh bien vous faites comme moi, vous allez directement sur Legal Place, vous faites créer une micro-entreprise, et là on va remplir un peu le formulaire ensemble pour que vous fassiez en même temps. Donc là, par exemple, vous voulez commencer dès que possible, ou dans le mois, vous choisissez en fonction de là où vous voulez démarrer. Donc à mettre dès que possible. Vous pouvez mettre si vous avez déjà été auto-entrepreneur ou pas, donc là on va mettre non, histoire de le mettre. Et en suivant, on va pouvoir directement arriver à cette étape. Si vous souhaitez optimiser fiscalement votre activité, la SASU permet de cumuler le chômage, une rémunération et de déduire vos charges. Moi, je vous conseille pas forcément de partir sur une SASU pour être freelance au départ, mais je vais vous expliquer après pourquoi. Donc on part sur quand même créer une micro-entreprise, et là on part sur la domiciliation. Ce que je vous ai pas expliqué, c'est qu'en auto-entreprise, il y a un dernier petit impôt qui s'appelle le CFE, cotisation foncière des entreprises, qui est un montant calculé en fonction de là où vous habitez. Donc vous allez avoir le chiffre d'affaires de là où vous déclarez votre auto-entreprise, et vous allez payer une certaine somme tous les ans de l'ordre entre 4, 200, 400, 600, en fonction de votre chiffre d'affaires, c'est des sommes à peu près de ce niveau-là. Et en domiciliant votre entreprise dans un département où ça coûte moins cher, eh bien, vous allez tout simplement payer moins de CFE. Par exemple, à Bordeaux, là où est domiciliée mon auto-entreprise, c'est plus cher que à Paris, et j'aurais dû utiliser la domiciliation Legal Place pour payer un petit peu moins cher de CFE. Par exemple, on paye 200-300 euros de moins si on était à Paris par rapport à Bordeaux, donc c'est quand même assez convaincant. Donc vous pouvez choisir de domicilier chez vous ou directement utiliser la domiciliation Legal Place. On va utiliser la domiciliation Histoire 2. Et vous allez pouvoir directement dire ce que vous voulez faire. Donc là, par exemple, il n'y a pas forcément... il y a consultant et freelance. Donc là, vous allez pouvoir mettre votre identité. Donc moi, je suis Monsieur Johan, hop, mon nom de famille. Et en suivant, on va directement remplir les coordonnées. Alors, je vais mettre des fausses coordonnées pour la vidéo. Hop, voilà. Ensuite, l'adresse email. Tac. Là, théoriquement, ça va me créer un compte, je pense. Et on va voir après l'étape suivante pour créer son micro-entreprise. Donc là, vous avez deux packs. Vous avez l'Express 24 heures ou le standard. Vous choisissez celui que vous voulez. Et justement, on vient à la prochaine étape qui est des aides. Ça permet comme ça d'expliquer au fur et à mesure de la vidéo. Vous voyez que dans le pack ici, vous n'avez pas obtention de l'ACRE, alors que là, vous avez obtention de l'ACRE. En fait, en tant que micro-entrepreneur, vous allez pouvoir obtenir des aides, et même en société, mais en micro-entrepreneur aussi, des aides dès le début. Et ces aides sont vachement pratiques. Vous allez pouvoir avoir moins de charges sociales. Rappelez-vous, je vous expliquais qu'au départ, il y avait 25% de charges sociales. Eh bien, avec l'ACRE, au tout début, vous allez payer beaucoup moins de charges sociales, de l'ordre de 5,5%. Pour 1000 euros facturés, vous payerez que 55 euros au lieu de 250 euros. Et c'est très intéressant de la prendre. Cette aide, elle est dégressive sur 2 ans ou 16 mois, je ne sais plus exactement maintenant. Moi, à l'époque, c'était sur 2 ans. Donc, c'est-à-dire que vous êtes à 5%, après vous êtes à 11%, 18% et après 25%. Donc, vous allez du coup gagner beaucoup de cotisations sociales et ça vous aide comme ça à démarrer votre activité sans payer trop de taxes. Vous avez également une autre aide qui s'appelle l'ARS, qui va vous permettre, si vous le souhaitez, de toucher la moitié de vos cotisations chômage d'un coup, 46%. Donc si par exemple vous avez 10 000 euros de droit chômage sur 400 jours, eh bien vous allez pouvoir toucher 4 600 euros d'un coup pour vous aider au début. Ou alors vous pouvez tout simplement continuer à cumuler le chômage pour renflouer par rapport à ce que vous avez gagné en freelance. C'est vous qui choisissez, mais voilà un peu les aides que vous pouvez avoir en démarrant en auto-entreprise. Donc on va choisir le Express 24 heures et on va directement choisir d'héberger l'entreprise à Legal Place. Donc je fais ajouter et continuer. Et en suivant, je vais pouvoir directement ajouter le code promo KeepDev ici. Vous avez 14 euros offerts. En suivant, vous allez pouvoir directement
remplir le formulaire pour auto-entrepreneur. Donc là, ils vont vous demander votre activité, etc. et des informations comme votre carte vitale, etc. Et après, ce sera fini en quelques minutes. Donc n'hésitez pas à créer votre micro-entreprise pour démarrer en freelance. Et du coup, je passe maintenant aux sociétés, parce que vous avez vu, ils vous ont proposé de créer une SASU, là, quand on est passé sur Legal Place. Mais pourquoi ils vous proposent de créer une SASU? En fait, une SASU, ça peut être intéressant dans certains cas. Une SASU ou une EURL. Alors une société, comme je vous le disais au début, c'est une personne morale, c'est-à-dire qu'elle est totalement déliée de vous, ce n'est pas vous la société. Donc vous allez avoir un compte obligatoire de société, une comptabilité et pas mal d'autres choses. Le problème en société, c'est que c'est plus difficile de sortir de l'argent sans payer trop d'impôts. En fait, vous allez payer directement soit un salaire, et les salaires en France sont très taxés avec les charges patronales. Par exemple, en SASU, un dirigeant assimilé salarié, donc un dirigeant salarié, ça va payer environ 70% de charges. Donc sur 1000 euros, vous allez payer 1700 euros, donc 700 euros de charges. C'est très très élevé. Et sinon, vous avez le moyen de dividendes. Alors les dividendes, c'est à la fin de l'année. Vous avez votre bilan, vous avez fait par exemple 10 000 euros de bénéfices, et bien vous allez pouvoir dire, bon, bah, je veux 9 000 euros en dividendes. Sur ces 9 000 euros, vous allez payer que 30% d'impôts. Et en fait, il y aura déjà les impôts sur le revenu dedans. C'est pour ça que les sociétés peuvent être rentables. Ça dépend si vous avez beaucoup de trésorerie ou pas quand vous commencez le freelance. Généralement, quand on a énormément de trésorerie, c'est peut-être plus intéressant d'ouvrir une SASU parce que vous pouvez vivre de votre argent directement pendant plusieurs mois et après vous payez en dividendes chaque année, ce qui vous permet de réduire un petit peu. Dans tous les cas, je ne conseille pas forcément de commencer par une SASU, mais ça dépend vraiment de votre mode de vision. Et en plus de ça, une société, ça va être plus intéressant quand vous avez beaucoup de frais à déduire, notamment parce qu'avec la TVA et tout ça, c'est plus simple de récupérer, même si on peut passer au régime réel en auto-entreprise. Donc moi, je vous conseille vraiment de partir sur la micro-entreprise, mais si vous voulez partir sur une société, ça marche aussi si vous avez plusieurs dizaines de millions d'euros de côté pour vivre. Le troisième truc que je voulais vous expliquer, c'est ce qu'on appelle le portage salarial. Le portage salarial, c'est un système encore un peu différent de la société et de l'auto-entreprise qui va vous permettre d'être en CDI, et pourtant vous êtes freelance. Et oui, vous avez bien compris, donc c'est très très différent. Donc en fait, comment ça fonctionne concrètement? Eh bien, vous allez facturer vos clients comme d'habitude, sauf que là, par exemple, c'est la plateforme Jump, avec qui je suis partenaire et vous avez un mois de ça à 50% de réduction le premier mois, où en fait, vous allez facturer vos clients via Jump, donc par exemple 1000 euros, toujours votre logo, et à la fin du mois, vous allez pouvoir vous verser un salaire. Donc en fait, c'est Jump qui vous propose un contrat de travail, vous facturez vos clients, vous mettez l'argent sur Jump, et Jump vous le reverse en salaire. Donc c'est plutôt pratique, comme ça permet d'avoir plus facilement, par exemple, un prêt immobilier ou ce genre de choses, et ça permet aussi d'avoir une meilleure protection sociale avec la mutuelle et ce genre de choses. D'ailleurs, tout ça, on va y venir après, de la mutuelle et de la banque et tout ça dans la suite de la vidéo. Donc, je disais, le portage salarial, ça vous permet d'avoir un CDI. Donc en fait, vous facturez vos clients, vous versez un salaire tous les mois, vous avez les tickets resto, vous avez directement de la mutuelle qui est incluse, vous avez tout ça qui est inclus, et pourtant vous êtes freelance. Donc en fait, c'est plutôt pas mal, vous avez tous les avantages d'un salariat tout en étant freelance. Évidemment, vous allez me dire, mais quel est le désavantage? Eh bien, c'est que vous cotisez aux charges patronales, donc il faut bien faire attention. Il y a des simulateurs sur le site de Jump. En fonction des revenus que vous allez dégager, vous allez voir si c'est rentable pour vous d'être en portage salarial ou d'être en freelance. Dans tous les cas, moi je vous conseille vraiment de peut-être commencer par l'auto-entreprise au début parce que vous allez devoir atteindre un certain niveau de revenus avant de passer en portage. Par contre, si vous passez au portage, n'hésitez pas à revenir quelques mois plus tard parce que vous avez 3000 euros de revenus et que vous voulez acheter une maison par exemple. Eh bien, le portage salarial est très intéressant et vous avez 50% offert directement avec mon lien. Donc voilà un peu le portage salarial, je vous ai donné un peu toutes les formes juridiques pour lesquelles on peut être freelance. Maintenant que vous avez créé votre micro-entreprise, quelques jours plus tard, vous allez pouvoir aussi ouvrir votre comptabilité. Ce sera beaucoup plus simple de gérer une comptabilité par un logiciel externe que vous-même. Ça coûte pas très cher et vous allez pouvoir directement utiliser Indy, qui est aussi un des partenaires que j'ai et qui est juste génial. Vous allez pouvoir déclarer votre TVA si vous êtes assujetti à la TVA, déclarer vos frais ou encore enregistrer vos factures ou créer même vos factures directement depuis Indy pour facturer vos clients. Donc Indy, c'est juste génial. On va pouvoir directement se rendre dessus. Hop, comme ceci, on va se connecter. Donc là, on a mes chiffres de l'année 2023 et on voit un petit peu comment est fait Indy. Vous avez directement vos revenus et vos dépenses. Vous avez, est-ce que c'est intéressant de passer au régime réel? C'est ce que je vous expliquais. Vous allez pouvoir connecter votre compte bancaire directement et classifier un peu les dépenses pour avoir une comptabilité nickel. Et vous allez pouvoir également avoir un onglet affaires. Vous allez pouvoir avoir les différentes déclarations. C'est génial pour piloter un petit peu, eh bien, tout simplement, votre vie de freelance. Vous allez pouvoir également faire facturation et créer vos factures directement ici. Alors moi, j'ai un logiciel externe que j'avais développé moi-même, mais en tout cas c'est juste génial pour créer ses factures et ses devis sur un autre compte Indy, sur une autre société, je l'utilise et c'est trop bien. Donc voilà, vous avez Indy pour la comptabilité que je vous conseille vraiment, que j'utilise et je suis vraiment content, ça va faire 2 ans que j'utilise, c'est vraiment très satisfaisant. Et enfin, pour terminer, il va vous falloir un compte bancaire. Et bien, ce compte bancaire, vous pouvez l'ouvrir sur Conto, qui est une des banques, selon moi, qui est la meilleure
pour devenir freelance. Donc vous pouvez directement cliquer sur ouvrir un compte. Vous avez des liens directement où vous gagnez également de l'argent parce que c'est de l'affiliation. Je vous conseille vraiment de passer par ces liens-là. Ça vous permet de gagner des choses en plus. Et moi aussi, ça permet de rémunérer le travail que je fais. Donc vous cliquez sur ouvrir un compte et après ils vont vous demander autre entreprise, etc. Vous allez voir, c'est très bien guidé, ça va très vite, petite carte d'identité, etc. Et c'est terminé en 2-2. Alors le fait d'avoir une comptabilité et un compte bancaire, ça vous permet vraiment de délier votre activité de la vie personnelle et professionnelle. C'est pas totalement obligatoire d'avoir un compte pro quand on commence le freelancing en auto-entreprise, mais dès qu'on dépasse un certain plafond ou qu'on passe en régime réel ou qu'on doit déclarer la TVA, etc., c'est préférable d'avoir un compte délié parce que sinon ça va vite être le bazar quand vous allez devoir faire votre déclaration. Donc je vous conseille directement de bien vous organiser et d'ouvrir le compte bancaire et la comptabilité dès le début. Enfin, le dernier petit truc à avoir quand on veut devenir freelance, c'est une RC Pro. C'est toujours intéressant de s'assurer quand on est freelance parce que si vous avez un litige, du matériel cassé ou je ne sais quoi, eh bien ça va permettre de vous protéger. Alors le matériel, vous allez me dire, bon, c'est des assurances, il y en a déjà plein pour les téléphones, etc. Par contre, pour les litiges professionnels ou ce genre de choses, bah, c'est toujours intéressant. Le logo convient pas à un client, il veut pas vous payer, eh bien vous allez pouvoir faire marcher votre RC Pro pour avoir le paiement de votre facture, avoir des avocats, ce genre de choses qui sont pris en compte directement par la plateforme. Donc du coup, vous avez aussi le lien dans ma description, vous pouvez directement vous inscrire et le parcours est assez bien guidé, vous mettez votre activité, etc., etc. Et ça va vous proposer les forfaits pour vous assurer en termes de RC Pro. C'est de l'ordre de 10 € par mois, hein, c'est vraiment pas cher sur une activité. Donc là, cumulé, vous allez avoir le logiciel de compta, Conto et l'assurance, ça va vous coûter dans les 30-40 € par mois. Mais pour une activité de freelancing, c'est essentiel d'avoir ces outils-là. Et enfin, vous avez également la mutuelle que vous allez avoir besoin, et c'est vraiment le dernier service. Eh bien, la mutuelle, ça va vous permettre tout simplement d'être remboursé chez le médecin. Vous avez 70% de la part sécu généralement et les 30 autres%, je généralise un petit peu, qui vont rembourser les autres frais. Et donc il y a Stello également qui propose une mutuelle qui est très très bien et vous pouvez directement passer dessus. C'est pas obligatoire d'avoir une mutuelle en France, mais si vous souhaitez être couvert directement quand vous avez par exemple des dépenses de lunettes ou des dépenses dentaires qui sont souvent mal remboursées, vous pouvez partir sur une mutuelle qui vont vous coûter quelques dizaines d'euros par mois et comme ça vous serez l'esprit léger quand vous aurez chez le médecin ou si vous avez une hospitalisation ou ce genre de choses. Bon, maintenant que vous avez fait toute la partie juridique, vous avez ouvert votre compte pro, votre auto-entreprise, etc. Et bien maintenant, il va falloir commencer votre activité de freelance. Et avant toute chose, comment faire un bon profil pour être visible par d'autres clients? Alors là, je suis sur Malte et après, je vous citerai plein de plateformes de freelance où vous pouvez vous inscrire. Eh bien, on va commencer à voir comment on fait un bon profil. Alors la première étape, ça va être déjà de regarder mon profil qui est juste excellent. Hop, et on va directement le chercher ici. Alors, évidemment, je ne me suis pas trouvé. Voilà, je suis là. Faut que je m'inscrive pour consulter, donc on va se connecter. Alors, comment on fait un bon profil? Donc là, je me suis recherché directement sur Malte. Et qu'est-ce qui vous saute aux yeux par rapport à ces deux profils? Honnêtement, vous auriez cliqué sur lequel? Moi, personnellement, j'aurais cliqué sur le mien. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une photo de couleur, il y a un petit emoji et ça attire beaucoup plus l'œil. Alors, pour créer un bon profil sur Malte ou sur d'autres plateformes que je vous citerai, comme je vous le disais, après, il va falloir être plus visible que les autres. Donc, pour être plus visible, moi, je vous conseille de prendre de très belles photos professionnelles. Parce que de très belles photos professionnelles, ça attire, ça met en confiance et ça permet d'avoir plus de visites sur son profil. Donc là, déjà, première étape, vous pouvez directement soit prendre des belles photos à l'iPhone, hein, pas besoin d'aller chez un photographe, ou si vous voulez vraiment faire quelque chose de pro, bah allez chez un photographe. Mais bon, une belle photo à l'iPhone, prise en mode portrait, par exemple par un ami ou votre conjoint, conjointe, eh bien, vous allez pouvoir avoir une très très belle photo. Donc prenez une belle photo, vous pouvez en suivant changer le fond si vous le souhaitez, vous pouvez soit laisser un fond flouté, soit mettre un outil comme remove.background, remove.bg le site, et directement en suivant changer le fond en mettant une couleur unie comme le jaune que j'ai mis là, ce qui permet d'ajouter un peu de couleur au profil. Bon, maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir directement voir le cœur du profil. Un bon profil, c'est un profil complet, mais pas trop complet. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, il y en a, ils abusent un peu sur les compétences, notamment moi. Alors, vous allez déjà commencer par mettre votre nom et en suivant mettre une phrase qui décrit qu'est-ce que vous faites. Vous faites des logos, vous mettez graphiste, expert en logo. Vous faites des sites web sur WordPress, vous mettez développeur WordPress. Vous allez mettre vraiment le titre qui correspond à ce que vous aimez faire. Si vous êtes développeur full stack, ne vous embêtez pas à mettre 36 langages ici. Mettez développeur full stack Node.js. Mettez le langage sur lequel vous avez envie de travailler. Mettez la chose vraiment qui vous passionne et sur lequel vous voulez trouver des missions en freelance. Donc cette phrase-là, elle est très importante. Mettez des petits emojis pour vous démarquer, des fusées, des flammes. Mettez ce que vous voulez, ça permet d'ajouter de la couleur au profil. Et c'est vraiment un tips ultra important que je peux vous donner.
En suivant, vous allez pouvoir directement remplir vos compétences, et ça, toutes les plateformes de freelance le proposent. Mettez vos compétences clés, mettez les autres compétences, remplissez si vous voulez travailler à distance ou directement sur place. En suivant, écrivez un bon petit texte qui vous décrit. Vous allez pouvoir directement mettre que vous êtes développeur depuis plus de 7 ans, etc., etc., et remplir tout un tas de choses. Faites corriger les fautes d'orthographe par l'intelligence artificielle, comme ChatGPT ou Claude. Et d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo quelques mois plus tard, vous pouvez aussi aller sur le SmartBot, qui est un outil d'intelligence artificielle que j'ai développé, qui permet de parler à plusieurs IA à la fois. Le lien sera en bio au moment où l'outil sortira. Donc vous remplissez bien votre texte et vous le faites corriger par une intelligence artificielle pour avoir des retours, et également des retours syntaxiques ou de fautes d'orthographe. Et en suivant, vous allez pouvoir également mettre des informations sur des projets déjà réalisés. Alors, ça, c'est compliqué parce que généralement, on n'a pas de projet réalisé quand on commence le freelance, mais vous pouvez quand même mettre des projets que vous avez fait éventuellement dans des entreprises précédemment, ou directement vous créer un portfolio si vous êtes développeur ou si vous savez manier un petit peu un site WordPress, ou même le faire en no-code avec des outils comme Framer ou Wix. N'hésitez pas également à demander des recommandations externes, c'est pas mal de plateformes de freelance l'ont, en faisant directement, en envoyant un lien par exemple à vos ex-collègues de travail ou directement à votre entreprise précédente. Le fait d'avoir un profil Attrayant, c'est ultra important parce que vous êtes noyé dans plusieurs dizaines de milliers de freelances. Une petite phrase peut vraiment changer la visibilité de votre profil. Donc pensez à travailler vraiment le phrasé, les photos, les compétences, c'est ultra important. Passons maintenant au TJM, le taux journalier moyen. Vous avez dû voir ce chiffre, 600 € par jour, ça vous a sauté aux yeux, vous vous êtes dit « Oh là là, le mec qui fait la vidéo, il est riche ». Bon, je suis pas riche, mais on peut pas dire que je gagne mal ma vie. Donc là, c'est mon tarif indicatif à 600 € par jour, ce qui me permet d'avoir des clients qui savent combien je vais facturer. Là, j'ai mis un TJM assez élevé parce que je suis plutôt full, et qu'en fait, si quelqu'un me contacte à 600 € par jour, je suis très content, mais généralement, je me vends plus aux alentours de 500. Alors, comment on définit son TJM? Donc le taux journalier moyen, on va toujours vous le demander. C'est le taux à laquelle vous êtes payé à la journée. Il y a des devis au forfait, comme je vous le disais, un logo 1000 €, mais souvent, on vous demande d'être payé à la journée de travail. Alors pour définir un TJM, il y a quelques règles assez simples. C'est déjà la tranche junior, middle, senior. Un junior, c'est quelqu'un qui fait son métier depuis moins de 2 ans, un freelance développeur depuis moins de 2 ans. Un freelance développeur de 2 à 5 ans, c'est un middle et du coup, il n'a pas le même TJM. Et un senior, au-dessus de 7 ans, je crois, 5 ou 7 ans. Non, c'est 7 ans senior. Au-dessus de 7 ans, c'est un senior. Donc le TJM ne sera pas forcément le même. Donc généralement, on ne met pas un TJM en dessous de 250-300 €. Ça n'a pas de sens, sinon vous allez casser le marché du freelance. Donc généralement, un TJM commence aux alentours de 250-300 €. Un middle, il est aux alentours d'entre 4 et 450. Et un senior, il est à plus de 500 € par jour. Retenez le TJM comme ça vous permettra d'avoir une petite grille d'expérience. Vous pouvez également baisser un tout petit peu le TJM pour les premiers clients, mais attention, si vous baissez trop le TJM pour vos premiers clients, vous allez avoir du mal à vous vendre plus cher derrière parce que les autres clients vont parler à d'autres clients et donc vous allez avoir du mal à changer votre TJM en suivant parce que vous allez être recommandé parce que vous faites un travail par exemple excellent avec un TJM pas cher. Donc faites attention à votre TJM, c'est très important de bien le définir. Vous pouvez également vous rendre sur d'autres profils de freelance pour regarder à quel TJM ils se vendent et plus ou moins vous aligner à eux, ça marche également. Maintenant, je vais vous laisser avec la vidéo de 10 plateformes de freelance sur lesquelles vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. On commence directement avec la première plateforme qui est Malt. Malt qui est une des plateformes les plus connues en France, qui va permettre d'être démarché par des clients directement via une messagerie et vous allez pouvoir directement facturer vos clients sur la plateforme. Je pense que c'est un indispensable sur lequel il faut s'inscrire quand on commence le freelance. Faire un profil très complet sur Malt, ça peut être très intéressant et c'est là où moi j'ai trouvé la plupart de mes clients. Il est vrai qu'en 2023, le Malt est peut-être un peu moins efficace que quand j'ai commencé il y a 7-8 ans parce que maintenant il y a près de 700 000 freelances dessus et donc la concurrence est très rude. Pour sortir un peu du lot, il faudra mettre une photo attrayante, il faudra aussi mettre un titre attrayant ici et ne pas hésiter à demander des recommandations externes pour booster un peu le profil. En attendant, Malt, c'est une plateforme indispensable et je te conseille de télécharger aussi l'application mobile pour confirmer ta disponibilité chaque semaine, chaque mois, je ne sais plus exactement quand ils envoient les rappels, mais ça peut être très intéressant. On arrive maintenant avec Freelance République qui, pour ma part, je me suis inscrit mais j'ai jamais été plus loin que ça. Freelance République qui est directement une plateforme où c'est des recruteurs qui mettent en relation avec les freelances.
C'est une plateforme, on va dire que le travail est peut-être un peu plus qualitatif que Malte, parce que Malte, tout type de personne peut contacter, mais il y a souvent du travail qualitatif. Là, le travail, il est trié par des personnes, par des professionnels, et donc généralement, on aura des projets plus un peu d'État, ou des projets un peu plus conséquents avec des grosses entreprises. On voit directement, d'ailleurs, toutes les grosses entreprises qui font appel à Freelance République, c'est souvent des projets qui sont très porteurs. Donc Freelance République, je vous conseille également de vous inscrire dessus, ça peut être très intéressant pour trouver des projets, peut-être sur un peu plus le long terme, mais c'est très intéressant quand même. On arrive directement en suivant avec Fiverr. Fiverr qui est une plateforme également de freelance. Alors Fiverr c'est à double tranchant. Moi je suis pas fan de cette plateforme parce que je trouve que les prix sont vachement tirés vers le bas, notamment vers les pays offshore comme le Pakistan, etc. Et donc vous aurez tendance à casser vos prix. Cependant ça peut être toujours intéressant de vous mettre dessus avec des tarifs français. Si quelqu'un cherche du travail en français, donc francophone, ça peut être très intéressant et ça peut aussi vous aider à trouver vos premières petites missions, histoire de vous dépatouiller et comme ça vous n'allez pas directement sur une plateforme comme Freelance République où vous aurez un projet de 6 mois. Ça vous permet de vous faire un peu les dents en freelance, de facturer votre premier client et ça peut être très intéressant pour trouver son premier client. On passe maintenant avec Upwork. Upwork est une plateforme de freelance internationale qui permet de trouver des clients, notamment pour des boîtes internationales. Vous voyez Airbnb qui est partenaire avec Upwork. Donc c'est intéressant de savoir parler anglais quand vous vous inscrivez sur Upwork et ça peut permettre de vous expatrier directement dans plusieurs pays du monde, notamment aux États-Unis, au Canada, où il y a pas mal d'activités au niveau d'Upwork. Donc ça permet de même travailler en remote avec ces pays-là et ça peut être très intéressant si vous cherchez à avoir un CV qui est à l'international avec des projets à l'international. On arrive maintenant sur Coder. Coder qui est une plateforme française. Comme de toute façon Coder ça porte bien son nom. Alors Coder c'est un peu spécial parce que Coder c'est pas les clients qui vous démarchent. D'ailleurs Fiverr je l'ai pas précisé mais c'est les clients qui démarchent. Coder, c'est vous qui répondez à des appels d'offres. Donc en fait, le client, lui, va publier un appel d'offres sur Coder. Et là, il va avoir une vingtaine de devis et de propositions dont vous allez répondre. Et ça va permettre directement de lui proposer plusieurs choix. Et il va pouvoir faire un choix. Alors moi, Coder, comme Fiverr, je suis pas fan. Je trouve que les projets sont vachement tournés maintenant au niveau offshore. Ça peut être très intéressant, encore une fois, pour trouver son premier client. Cependant, deux désavantages, c'est que c'est payant alors que toutes les autres sont gratuites pour s'inscrire. Et en plus de ça, il y a moyen qu'au début, vu que vous n'avez pas d'étoiles, etc., vous allez avoir beaucoup de mal à trouver votre premier projet. Donc, je recommande pas forcément cette plateforme de freelance. Cependant, si vous souhaitez maximiser vos chances et que vous trouvez vraiment rien, ça peut toujours être intéressant de multiplier les sources et notamment d'ajouter Coder. On passe maintenant à Talent.io. Talent.io qui est une plateforme qui cherche plus du temps plein, donc c'est-à-dire des freelances qui seront disponibles à temps plein 5 jours sur 5, comparé aux autres plateformes où vous pouvez greffer des petits projets dans votre emploi du temps. Là, c'est vraiment des missions sur le long terme qui peuvent parfois être en présentiel, moitié distanciel, full distanciel également. Mais par exemple, vous trouverez des missions à la Défense avec Total ou peu importe. Donc, c'est des gros clients. Généralement, vous voyez, il y a Winamax, il y a GitGuardian qui est un très gros client international pour notamment GitHub. Il me semble que c'est une société de GitHub. Et donc, du coup, ça va vous permettre de trouver des projets très intéressants dans le milieu de la tech avec des grosses compétences et des salaires très élevés, des TJM très élevés. Donc très intéressant si vous n'avez aucune mission à l'heure actuelle d'essayer de gratter des missions sur Talent.io. C'est une plateforme vraiment très qualitative et je vous recommande également. Dans le sujet des plateformes qualitatives, on a Comet.co qui est une plateforme freelance, là où Talent.io je pense que c'est une plateforme anglo-saxonne. Comet.co qui est une plateforme un peu comme Talent.io qui propose plus des projets sur le long terme et du coup vous allez devoir passer complètement, il me semble, un appel avec quelqu'un et il y aura des gros clients. C'est un peu comme Freelance République. En fait on peut assimiler Comet.co et Freelance République, c'est des recruteurs qui vous démarchent et qui font dire que votre profil est pertinent avec la mission du client. Et donc par exemple TF1 il arrive, il dit bah moi j'ai besoin d'un projet en Java, je dis n'importe quoi, et bien eux ils vont sélectionner les meilleurs profils en concurrence, en accord avec cette mission là. Et donc ça peut être très intéressant de vous inscrire sur Comet.co, idem si vous n'avez pas de mission actuellement pour choper un contrat assez conséquent. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire également sur Comet.co.
On a ensuite des plateformes que je ne connais pas et que j'ai quand même listées ici. On a freelance.com qui permet de s'inscrire en tant que freelance. Je ne vais pas forcément expliquer cette plateforme parce que je ne l'ai jamais utilisée, mais ça vaut le coup de s'en servir si jamais vous souhaitez multiplier vos chances. Et on a également Crème de la Crème, qui est une plateforme également en concurrent, en partenariat avec ces boîtes-là. Donc j'ai l'impression que, je ne sais pas s'ils mettent des faux logos, mais en tout cas ces boîtes-là se retrouvent sur quelques sites. Et donc du coup, vous arrivez sur une plateforme qui, lui, a décidé de mettre le top des freelances. Donc je suppose qu'il y a une sélection par défaut. Donc n'hésitez pas également, si vous avez un bon niveau, à vous inscrire sur Crème de la Crème. Ça peut être aussi une source multiplicatrice de missions. Et enfin, le petit outil que je voulais vous présenter, c'est Pilote. Pilote.io, qui est directement un outil, une extension qui va permettre tout simplement de connecter toutes ces plateformes de freelance et d'avoir toutes les offres directement depuis une extension Chrome et de pousser votre profil. Vous allez pouvoir récupérer directement votre profil LinkedIn pour remplir votre profil Pilote qui sera poussé directement vers des plateformes ou vers des offres. Et donc c'est une plateforme qui est très intéressante parce qu'effectivement on commence à avoir une multitude de plateformes de freelance. Et là il y en a une extension qui regroupe un peu toutes ces plateformes et qui vous permet d'accéder à un catalogue de missions et de sites pour directement avoir des missions en freelance. Donc je vous conseille vivement d'installer cette extension. Pilote.io, c'était ma petite astuce en plus des plateformes de freelance. Bon, maintenant que vous êtes inscrit sur les différentes plateformes de freelance, il faut quand même pas perdre de temps à trouver ses premiers clients. Et ce que je vous conseille, c'est d'aller directement démarcher aussi des personnes. Là, vous avez du temps. Et par exemple, si vous êtes développeur et que vous voulez créer des sites web, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous rendre sur plusieurs sites comme Google et de taper par exemple bar à Mérignac, restaurant, pizzeria, ce que vous voulez dans la ville où vous êtes, et de vous rendre sur chacun des sites depuis Google My Business et de regarder si le site est beau ou pas. Et si le site est moche, eh bien vous envoyez directement un email à la personne, au bar ou au restaurant, à la pizzeria, pour lui proposer vos services avec votre TJM éventuellement. Ça va vous permettre comme ça d'avoir des premiers contacts, éventuellement des premiers projets à mettre sur un portfolio ou sur LinkedIn. Donc pensez vraiment à essayer de faire ça si vous voulez avoir plus de chances de trouver vos premiers clients. N'hésitez pas à prospecter dans le domaine. Vous trouvez qu'un logo est moche et que vous voulez faire des logos, envoyez un mail, ça coûte rien, au pire des cas il vous répondra pas, mais au moins ça vous permet d'avoir directement des chances de trouver un premier client. Voilà un petit conseil que je peux vous donner, c'est comme ça que j'ai trouvé mes premiers clients et ça m'a permis de bien marcher. Bon, maintenant, vous commencez à vous faire un nom, votre profil est visible et vous allez être contacté par des premiers clients. Et c'est très important parce que les premiers clients vont permettre d'apporter d'autres clients avec le bouche à oreille. Moi, à l'heure actuelle, en tant que freelance, je n'ai absolument plus de contact vraiment de nouveaux clients par Malte ou d'autres plateformes. Ils vont venir essentiellement du bouche à oreille, j'ai même plus besoin de démarcher. Et c'est important du coup de bien gérer sa relation client. Donc on va voir comment on gère un projet freelance de A à Z, que ce soit au niveau communication ou le travail. Alors la première étape, vous allez recevoir un message comme ceci sur une plateforme. Donc là, je ne montre pas le message parce qu'il y a les noms des sociétés, etc. Mais du coup, il m'a dit, voilà, bonjour Johan, est-ce que vous seriez disponible pour un projet, ça concerne telle entreprise et voici un peu ce qu'on vous demande. Donc là, j'ai répondu, bonjour Paul, c'est un projet très intéressant. Désolé pour le délai de réponse, que j'ai répondu une journée plus tard, pris le temps, connaissance entièrement du dossier. Donc du coup, j'ai dit que ce serait pas mal de partir sur un framework PHP, donc j'explique un peu que j'ai des connaissances dans mon domaine, mais sans rester trop vague parce que lui, il n'est pas du métier. Et alors là, ce que je propose toujours à un client, c'est de parler de vive voix, parce que je trouve que ça permet d'ajouter une dimension humaine directement à la relation que d'envoyer 20 messages dans le chat. Là, vous allez proposer directement une visio, la personne est contente, ça avance vite, ça permet de parler du projet et de voir directement si les deux caractères matchent ensemble. Et je trouve que c'est très avenant de faire ça. Donc un des conseils que je peux vous donner, c'est directement d'envoyer des messages comme ceci et de proposer un rendez-vous de vive voix. Vous proposez un échange téléphonique, une visio, ce que vous voulez, mais ça permet vraiment de renforcer les liens. Maintenant, pendant la visio, vous allez arriver, bonjour machin, voici le projet. Et donc là, pensez à bien préparer votre visio. N'hésitez pas en amont à demander un cahier des charges, parce qu'on va vous demander plusieurs questions. Combien de temps tu penses que ça va durer? Quel va être ton TJM? Est-ce que tu penses qu'on peut faire ça ou ça? Donc pensez bien à demander quand même un petit cahier des charges, que ce soit écrit ou vraiment un PDF bien complet, avant la réunion. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir préparer le sujet. Et donc justement, dans cette discussion, on va vous demander le délai, le budget, etc. Donc au niveau du budget, c'est assez simple. Vous dites, bah moi, je me vends à X € la journée, et là c'est le délai où c'est plus compliqué. Combien de temps de travail ça va vous prendre? Si vous pensez dans votre tête que ça va vous prendre 30 jours, ne vendez pas 30 jours, parce que souvent vous allez être totalement out of délai. Je vous conseille toujours de partir sur une marge d'erreur de 20%. Vous pensez que le projet va durer 30 jours, partez sur 36 jours à la vente. Comme ça vous permet vraiment d'avoir 6 jours de marge, et au pire des cas, soit vous les facturez pas, soit vous les facturez et ça vous fait de l'argent en plus. Bon là maintenant, vous avez vos premiers messages, la visio est passée, et ils vous recontactent, ok, franchement on a discuté en interne, c'est souvent ce qui
se passe. Peux-tu m'envoyer un devis de ta proposition, s'il te plaît, pour formaliser l'ensemble? Alors là, les devis, c'est un peu compliqué parce que ça dépend effectivement du nombre de jours que vous avez passé. Donc là, si on vous demande un devis et que vous avez dit que vous pensez passer 36 jours, eh bien, vous allez sur Indie, vous faites directement comme ceci, facturation, vous faites nouveau, devis, et vous allez directement mettre 36 jours là. Ah, hop, vous mettez ici, ça doit être par là. Eh bien, vous mettez 36 jours, pas de TVA parce que vous êtes en auto-entreprise, et vous mettez à votre TGM de 350. Et voilà votre devis de 12 600 € hors taxe. Et en libellé, vous mettez bien directement ce que vous allez faire. Création d'un site web, par exemple. Et dedans, vous allez partir sur le framework Symfony, par exemple. Et après, vous listez éventuellement des fonctionnalités. N'hésitez pas à faire en sorte que le devis soit le plus complet possible. Ça vous protégera en cas de litige. Donc, si on vous demande un devis, vous faites comme ça. Si on ne vous demande pas de devis, eh bien, vous pouvez directement partir et demander une facturation au TJM, où vous enverrez, par exemple, une facture à la fin de chaque mois en disant « j'ai passé 12 jours ce mois-ci ». Et vous envoyez directement une facture. Et pour créer une facture, c'est exactement pareil. Vous allez sur Indie, vous faites créer une facture et vous l'envoyez au client. Et en suivant, il va directement vous payer. Voilà, donc comme ça, c'est assez simple à fonctionner et vous allez pouvoir directement commencer votre projet. Maintenant, ce qui est très important également, c'est le déroulement du projet. Pensez à être hyper professionnel. Comment travailler dans les entreprises où vous étiez avant? Est-ce qu'il y avait des process qui étaient intéressants à mettre en place? Moi, ce que je conseille toujours, c'est de faire des réunions de cadrage qui vont permettre déjà de cadrer bien le projet en amont, mais également des réunions de suivi qui vont permettre déjà d'avoir un contact client, de voir que ça avance, de montrer des choses, d'avoir un échange humain. Et souvent, cet échange humain, c'est votre réussite en freelance. C'est ce qui va vous permettre derrière d'avoir les clients qui reviennent pour de nouveaux devis, mais également qui vous conseillent auprès d'autres entreprises. Donc pensez vraiment ultra important à la relation client du début à la fin du projet. Ça vous assure un avenir radieux en tant que freelance. Bon, eh bien, je pense avoir fait le tour pour cette vidéo. Je vous ai expliqué comment devenir freelance de A à Z, c'est-à-dire créer votre structure, prendre les bons outils pour vous aider au bon moment, comment vous inscrire sur les plateformes de freelance, comment parler à un client, comment facturer, comment faire un devis. Je pense que vous avez toutes les clés en main pour devenir freelance. En tout cas, il y a d'autres vidéos sur cette chaîne qui expliquent un peu mon parcours de freelance, comment j'ai gagné mes premiers euros, comment ça s'est passé au début, etc. N'hésitez pas à aller les voir, ça parle des échecs et des réussites, ça permet aussi de savoir qu'est-ce qui peut arriver quand on est freelance. Dans l'ensemble, il n'y a pas tellement de complexité à être freelance, il suffit d'être quelqu'un d'assidu, d'être quelqu'un qui va directement avoir une bonne relation client, gérer les projets comme il peut, gérer les problèmes aussi comme on peut, parce qu'il n'y a pas que des réussites quand on fait un projet, et normalement tout devrait bien se dérouler. Donc là, normalement, vous avez toutes les billes en main pour commencer votre activité de freelance, vous avez un peu de travail, créer votre structure, créer vos comptes sur les différentes plateformes. N'oubliez pas aussi de faire un beau CV si quelqu'un vous le demande. N'oubliez pas également de mettre à jour votre profil LinkedIn et en suivant de prendre des belles photos et tous les conseils que j'ai pu donner à la vidéo. Vraiment, si vous appliquez tous les conseils que je vais pu vous donner, vous allez avoir les meilleurs outils pour démarrer en freelance. Comme ça, c'est une charge mentale en moins. Vous allez être inscrit sur plein de plateformes de freelance. Vous allez pouvoir obtenir des clients. Vous allez pouvoir les attirer grâce aux petits conseils que je vous ai donnés. Normalement, ça devrait bien se passer. Si jamais ces conseils ne fonctionnent pas et que malheureusement vous n'avez pas de clients, eh bien passez sur l'étape numéro 2 qui est de prospecter à fond. N'hésitez aussi pas à créer des comptes sur les réseaux sociaux, à rejoindre des groupes de personnes qui vont permettre de trouver plus facilement des clients. Bref, il y a plein de solutions à aborder. Il faut toujours se lever le matin en étant positif, en se disant je vais trouver mes premiers clients, et vous allez voir, ça va fonctionner. N'hésitez pas également à vous abonner, à mettre un like pour cette vidéo qui m'a pris du temps à tourner, à préparer. C'était Keep Dev. Ciao.